Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce webinaire intitulé «La santé au plus près des gens». Alors, vous le savez, une des questions décisives qui nous occupe, c'est celle de savoir ce qui, au-delà de la théorie, fait la santé des gens, la vôtre, la nôtre, la mienne. De ce point de vue-là, la recherche est extrêmement claire. C'est d'abord ce qui se passe au plus près de nous, dans ce que l'on pourrait appeler notre écosystème de vie, que vont se jouer les principaux déterminants qui vont conditionner notre santé. Alors, nos habitats, nos quartiers, nos villages, les écoles, les lieux où l'on travaille, les espaces partagés, les bibliothèques, les lieux de santé, qu'il s'agisse de centres de santé ou de cabinets professionnels, de pharmacies, mais aussi les associations, ce qui se passe au niveau des déplacements et bien évidemment au cœur de tout cela, la vie familiale va jouer elle aussi un rôle important. Alors, sur cette base-là, il est tout à fait décisif de s'interroger sur ce qui peut permettre à l'échelon local d'avancer et de permettre aux gens d'être en meilleure santé et réduire les inégalités. Et bien évidemment, tout cela ne peut pas se faire sans les gens et encore moins contre les gens, mais bien avec eux. Et il nous faut avoir en tête dès le départ, et sans doute nos experts vont-ils largement y revenir, c'est le fait que la santé ne dépend pas uniquement de nous individuellement et de nos choix personnels, mais ce sont aussi des enjeux collectifs qui sont tout à fait décisifs. Alors, pourquoi se préoccuper de la vie quotidienne à l'échelon local lorsqu'il s'agit d'améliorer la santé des gens et de réduire les inégalités? Comment mobiliser les habitants pour créer les conditions de la santé? Comment, lorsqu'il s'agit des services que nous offrons aux personnes, notamment les plus vulnérables, dépasser la simple prestation de soins pour répondre aux besoins réels des personnes? Eh bien, nous allons ce soir travailler avec deux structures qui sont d'une part l'Institut Théophraste Renaudot, et nous avons l'honneur d'accueillir les deux coprésidents de l'Institut qui sont Martine Antoine et Philippe Lefebvre. L'Institut, vous le savez sans doute, c'est une association qui regroupe des femmes et des hommes, des habitants, usagers, citoyens, comme nous propose de le dire l'Institut, mais aussi des professionnels, des élus, des représentants d'associations, des chercheurs, qui sont tous engagés dans la promotion de la santé par le renforcement des démarches communautaires et donc à l'échelon local. Et l'enjeu, et sans doute la priorité, peut-être nous le diront-ils, pour l'Institut Renaudot, c'est de contribuer à développer des approches qui soient fondées sur l'engagement des membres d'une collectivité dans les transformations sociales en faveur de la santé. Et ce qui définit cette approche, c'est vraiment le faire ensemble. L'autre structure, et nous aurons le grand honneur d'accueillir Sophie Progin-Batala et Nathalie Bach, qui travaillent à la direction des pratiques professionnelles de l'Avassad. L'Avassad, c'est l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile, qui est une structure publique qui est déployée sur tout le canton de Vaud, donc en Suisse, autour de 49 centres médico-sociaux, qui rejoint plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui permet de travailler avec près de 5000 collaborateurs sur le terrain, quel qu'il soit, des infirmiers, des ergothérapeutes, des diététiciens, des assistants sociaux, des infirmiers, différents types de spécialistes, des personnes qui vont travailler sur le ménage, qui vont travailler sur les repas, toutes personnes qui vont aider des personnes qui sont à domicile et qui ont des besoins en matière d'aide, de soutien social et sanitaire à pouvoir rester chez eux et vivre leur vie, on pourrait dire très simplement, avec cette idée de considérer les personnes vulnérables non pas comme des objets de soins, mais bien comme des personnes en capacité de faire leur choix et de contribuer au bien commun, c'est-à-dire passer de la suppléance à la promotion de la santé. Eh bien, nous allons essayer d'approfondir trois questions clés ce soir grâce à nos intervenants. La première sur la question de savoir comment on peut
travailler à l'échelon local. La deuxième, garantir la participation des gens. Et la troisième, créer, inventer, faire vivre des dispositifs d'aide à domicile, de soins à domicile, qui puissent correspondre aux besoins des personnes. Alors vous verrez que selon le pays, il y a des questions de vocabulaire. On parle d'habitants usagers citoyens à l'Institut Renaudot. On parle de clients à Lausanne, dans l'idée qu'il s'agit non pas simplement de patients, de personnes passives, mais bien de gens qui sont actifs. Première question, et je m'adresse donc à Philippe Lefebvre, coprésident de l'Institut Théophraste Renaudot. Philippe Lefebvre, vous qui en êtes l'un des spécialistes dans l'espace francophone, l'ITR, l'Institut Renaudot est la structure de référence dans l'accompagnement et le soutien des acteurs de la santé communautaire. Pourquoi doit-on se préoccuper de la vie quotidienne à l'échelon local, très concrètement, lorsqu'il s'agit d'améliorer la santé des gens et de réduire les inégalités? Philippe Lefebvre, c'est à vous. Merci déjà de nous inviter à participer à ce webinaire. Je pense que pour nous, il est vraiment important que ces idées, ces démarches se développent, et donc c'est avec tous les acteurs que c'est possible, qu'il est possible de le faire. Peut-être juste un mot sur le Théophraste Renaudot. Peut-être que le prix Renaudot est plus connu au niveau littéraire et qu'on ne se voit pas bien pourquoi il est au niveau de la santé. Seulement que Théophraste Renaudot était un médecin de Louis XIII, et s'il a inventé la Gazette, d'où le prix Renaudot, il a aussi créé les premiers centres de santé pour indigents. Voilà le lien par rapport au nom. Alors déjà, peut-être voir que la santé a beaucoup évolué. Pendant longtemps, la santé, c'était en fait juste l'absence de maladie, et que c'était donc que l'histoire de médecins, et que finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose sur notre santé. Et encore plus récemment, on s'aperçoit que la santé n'est pas que l'histoire d'une santé individuelle, et que pour être en bonne santé, en fait, c'est tout un environnement qui doit l'être, notre famille, notre quartier, etc. Et donc, c'est important de vérifier, de confirmer que la santé, elle est aussi multifactorielle. Elle est bien sûr physique, et ça peut dépendre même de nos gènes. On n'est pas tous à égalité à ce niveau-là dès la naissance, et il y en a qui naissent avec des malformations, avec peut-être qu'on saura d'ailleurs quand on connaîtra notre génome, tous les risques que l'on peut avoir. Ça, c'est physique. C'est également psychique. On sait que en fonction de notre état d'esprit, on peut être plus ou moins vulnérable et que notre santé est plus ou moins fragile. C'est également social. On le voit bien avec les inégalités sociales que si on n'a pas de travail, si on a des problèmes de logement, etc., eh ben, notre santé sera plus précaire, et on le voit même au niveau des indicateurs d'espérance de vie. Elle est aussi environnementale, et on le voit encore plus maintenant avec cette crise sanitaire du Covid, comment tous ces liens-là avec les ruptures écologiques qui finalement peuvent aussi déclencher des patients. Mais c'est vrai avec l'air, avec le bruit, etc. Donc, on voit que la santé, c'est quelque chose qui n'est pas qu'une affaire individuelle, et qu'elle est multifactorielle, et que probablement c'est le résultat d'un équilibre qui est très instable. Et donc, nous avons probablement toujours quelque chose à faire, pas simplement pour nous soigner quand on est malade, mais pour essayer, pas simplement de conserver la santé, mais voire même l'améliorer. Et donc là, on va pouvoir aussi parler du lien entre la santé et la question de l'empowerment individuel. Alors, quand on parle d'empowerment, nous avons à l'Institut Renaudot essayé de proposer une définition qu'on ne retrouve pas toujours de la même façon. Donc pour nous, c'est un processus de mobilisation des ressources, tant individuelles que collectives, qui permettent à la fois aux individus et aux groupes d'être davantage auteurs et acteurs de leur vie et dans la société, et dans une perspective d'émancipation et de changement individuel et sociétal. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour essayer simplement d'accroître des compétences, mais que c'est aussi, bien sûr, dans ce but d'émancipation individuelle et collective. Je suppose que la majorité d'entre vous, vous connaissez ce tableau sur les différents déterminants de la santé, donc, qui est bien connu parmi les acteurs de la promotion de la santé, mais si vous ne les connaissez pas tous,
je pense que c'est vraiment important de voir. Alors, ce qui est en rouge, c'est bien sûr ce qui est complètement, hein, les facteurs liés au sexe, à l'âge, à la constitution, donc ce qui peut être prédéterminé notamment, ce qui est génétique, et cetera. Après, il y a ce qui est lié en jaune, les facteurs liés au style de vie personnel. Donc, si nous fumons, si nous faisons du sport ou non, et cetera, on va avoir probablement une santé qui ne sera pas de la même qualité. Ensuite, et peut-être déjà c'est un petit peu moins connu, que notre santé est liée à nos réseaux sociaux. C'était les Japonais qui avaient même fait le lien entre leur espérance de vie et la qualité de leur annuaire, du réseau social qu'ils avaient. Ensuite, il y a tout ce qui est conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Et on voit aussi bien à partir de l'agriculture, savoir si là on parle de plus en plus de bio par rapport au reste, l'éducation, et on va y revenir, l'importance au niveau de l'école, le travail, et souvent, on sait bien que les facteurs de stress sont très importants, et si on est au chômage, ça l'est également, mais c'est aussi l'eau, les installations, les services de santé. Et on voit que finalement, les services de santé ne représentent, avoir un médecin, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre santé, mais ça ne représente qu'aux alentours de 20% des facteurs qui influent réellement sur notre santé. Et donc, ce qui est important, on parle de proche, la santé, oui, c'est bien proche de nous qu'elle se joue, la santé. C'est bien sûr, là où nous allons trouver les acteurs du soin, c'est qu'on va trouver les médecins, les infirmières, les pharmacies, les hôpitaux, tous ceux qui peuvent intervenir au niveau de notre santé, mais également au niveau de la prévention. C'est là, d'abord au niveau de l'école, qui influe grandement sur le bien-être des enfants, sur les lieux de travail, qui sont pas forcément, alors là, c'est pas forcément là où on habite, mais ça fait partie en tout cas euh, d'ailleurs d'une importance, parce que quand il y a des 2 heures de trajet pour aller au travail, c'est bien sûr avec une grosse influence sur notre santé. Nos loisirs, la culture, le sport, c'est bien un niveau local. Donc, quand je disais tout à l'heure sur notre environnement, la qualité de l'air, de l'eau, du bruit, mais également toutes nos relations, à la fois familiales, mais également sociales, avec nos voisins, dans le quartier, la vie associative, culturelle, etc. Donc, tous ces facteurs vont influer sur notre confort ou notre stress, et donc sur notre santé. Et les inégalités, on parle beaucoup d'inégalités à la fois sociales et territoriales de santé. Ça devient une priorité pour toutes les institutions, sauf qu'on a l'impression qu'en fait, les agences régionales de santé qui le mettent tout le temps dans leurs priorités ne parviennent pas à pouvoir améliorer ces indicateurs, ces inégalités. Pourquoi? Probablement parce que ces inégalités, c'est un niveau très local qu'on peut vraiment agir dessus. Donc, nous n'avons pas tous accès à une bonne nourriture, à un environnement de qualité, à des structures de santé de qualité. Ça fait partie de ces inégalités. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'intervenir en priorité dans les lieux où l'environnement est dégradé et où il manque des structures de qualité. Deuxième chose, c'est que la santé, elle concerne tous les secteurs. On le voit bien que ça concerne le secteur de la santé, mais que ça va concerner au niveau des écoles pour l'alimentation, au niveau euh, de tout ce qui est prévention, de l'environnement, etc. Tout l'habitat, finalement, à chaque fois, le problème, c'est qu'on n'y met pas toujours la notion de santé. Dans les villes, ceux qui s'occupent de l'habitat, c'est d'essayer de trouver des logements, mais est-ce qu'il y a toujours cette notion de santé qui est prise en compte? Pas forcément. Et donc, c'est là où, pour nous, il est vraiment important d'arriver, tout le monde en parle d'intersectorialité, voire de transsectorialité, mais c'est beaucoup plus difficile à la mettre en œuvre. Et donc, c'est probablement, ça fait partie pour nous des choses importantes au niveau des démarches communautaires, de pouvoir mobiliser et impliquer tous les acteurs concernés de façon intersectorielle. Quand on parle d'acteurs, on y reviendra, et Martine Antoine y reviendra plus précisément, mais pour nous, c'est aussi bien ce qu'on appelle les HUC, c'est-à-dire habitants, usagers, citoyens, que les professionnels, les associations, les élus, les institutions. Donc pour nous, c'est vraiment important, il n'y a pas une population cible, il y a une population qui doit être actrice au même niveau que les autres acteurs, sachant que ça veut dire qu'on reconnaît les savoirs des uns et des autres, la légitimité des uns et des autres pour ensuite construire ensemble. Donc les démarches communautaires, elles permettent de mobiliser les acteurs, de les impliquer et de favoriser une co-construction et l'empowerment collectif.
L'empowerment, c'est donc comment faire en sorte que tout le monde puisse à la fois davantage, d'abord se sentir appartenir à un même groupe, à quelque chose en commun, mais également puisse participer de plus en plus, puisse être mise en compétence. Il n'y a pas simplement accroître les compétences, mais qu'on les utilise, et également en capacité à se responsabiliser. Donc, c'est au niveau local que les démarches sont les plus pertinentes et efficaces. Pourquoi? Parce que c'est le plus proche du quotidien des gens, parce qu'on peut s'appuyer sur des ressources déjà existantes, des groupes qui se sont déjà mobilisés dessus, des associations, des collectifs, etc. C'est là que la transversalité est la plus réalisable. Plus on arrive à un grand niveau, plus c'est compliqué la transversalité. Et donc, c'est vraiment au niveau local que les différents acteurs peuvent se rencontrer, échanger et travailler ensemble. Également parce que l'horizontalité est plus praticable et les processus de décision plus facilement adaptables au niveau local, et plus on arrive à un niveau élevé, plus on va arriver avec des représentations et non plus avec de la participation de tout le monde. Et donc, c'est aussi les processus de changement qui à la fois s'initient plus aisément au niveau local, mais qu'on peut aussi les évaluer plus facilement. Donc, c'est vraiment important qu'au niveau local, on puisse les mettre en place, ces démarches communautaires. On ne peut pas d'emblée le faire au niveau de… Quand on dit local, c'est probablement entre 50 et 100 000 habitants que c'est le plus facile. En tout cas, c'est au niveau d'1 million d'habitants, on est déjà dans des représentativités. Ensuite, les démarches communautaires, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Didier Jourdan, tout à l'heure, parlait de ce changement au niveau des transformations sociales. Et donc, c'est bien sûr, pour ça, ça signifie que l'on puisse à la fois changer les pratiques des professionnels qui acceptent de partager leur savoir, qui acceptent de changer leur posture de domination vers des négociations, et éventuellement, ce que je peux appeler l'impuissance créatrice, c'est-à-dire de au lieu d'être dans la toute-puissance, se dire qu'en fait, on n'a pas, nous, les réponses, que même le médecin, ce n'est pas lui qui guérit les gens, c'est les gens qui se guérissent, au mieux grâce à leur aide, parfois sans et peut-être parfois malgré eux. Et donc, si c'est ça, à ce moment-là, on se met dans une position, au contraire, d'être ensemble pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Ensemble, patients, médecins, mais ensemble avec tous ceux qui agissent sur les acteurs, sur les déterminants de la santé. Un changement au niveau des usagers, c'est qu'ils passent de consommateurs à acteurs. Des institutions, au lieu d'avoir des opérateurs qui sont là pour mettre en œuvre leurs projets, leurs priorités, c'est de les rendre pleinement acteurs et d'être aussi au service des acteurs. Des élus qui acceptent un partage du pouvoir et une intersectorialité. Voilà, c'est généralement dans les mots, c'est plus facile que dans les actes. Et donc, l'ensemble, c'est d'essayer de favoriser des pratiques locales horizontales et donc, on va dire, circulaires pour que ça circule, permettant à tous les acteurs de trouver leur place. Mais bien sûr, on ne peut pas n'être que dans cette horizontalité. Les institutions, aussi bien politiques qu'administratives, elles répondent aussi à des nécessités qui sont beaucoup plus verticales. Ça vient du haut qu'on leur demande de faire telle ou telle chose. Et donc, on a besoin aussi d'articuler des pratiques locales horizontales avec des pratiques institutionnelles verticales. Ce qui rend bien sûr les choses complexes, mais c'est dans cette complexité, et non pas dans du pouvoir contre pouvoir, mais qu'à ce moment-là, les différents acteurs peuvent se mettre dans un espace de co-construction. Merci beaucoup Philippe Lefebvre pour cette présentation extrêmement claire. Alors, nous avons plusieurs questions et je vais les résumer autour de trois éléments. La première concernait le modèle des déterminants de la santé. Donc, je me suis permis de répondre dans la chatbox qu'on se référait au modèle de Dahlgren et Whitehead. Peut-être nous en dire deux mots et comment, j'allais dire, ça pilote l'action à l'échelon, par exemple, d'une municipalité. Deuxième question, c'est celle qui concerne l'implication des professionnels. L'un des spectateurs soulignait le caractère complexe de réunir des professionnels qui sont divers, variés, qui ont peu de temps, qui ont des intérêts qui sont différents. Il y a beaucoup d'obstacles à la pluriprofessionnalité. Donc, deuxième question en quelques mots. Et puis surtout, troisième question, et je pense qu'elle est partagée, c'est des exemples. Et si vous nous répondiez à ces questions en disant, bah, tiens, voilà, dans telle ville, voilà ce qu'on a fait pour permettre que des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation, des acteurs du social, des acteurs
du soin à domicile travaillent ensemble. Philippe Lefebvre. La première, c'était, il y avait une question sur le modèle qui était utilisé, qui est celui qui décrit les déterminants de la santé. Pourquoi celui-ci? Et puis de nous dire concrètement comment ça peut servir, par exemple, à une municipalité ou une association impliquée sur le terrain pour construire son action au service des populations. Alors, en France, en particulier, les collectivités locales disent souvent que la santé n'est pas une compétence des collectivités locales, parce qu'elles ne touchent pas de subsides pour ça. Et donc, la question, en fait, c'est qu'ils agissent, les collectivités locales agissent beaucoup sur plein de déterminants, mais sans mettre le mot santé dessus, la plupart du temps. Et donc, c'est intéressant de montrer que quand ils font aussi bien sur la prévention au niveau de la route qu'au niveau d'essayer d'améliorer la nourriture dans les cantines, que essayer de voir le rythme scolaire, que de tout ça, ça a des influences bien sûr sur la santé et mais on aimerait que ce soit par exemple plus au niveau urbanisme, qu'on regarde si à chaque fois ce que l'on construit, ça a bien un effet, un impact positif sur la santé. Merci infiniment, Philippe Lefebvre. C'est extrêmement clair. Si on a besoin de connaître les déterminants de la santé, c'est parce que justement les modalités d'action ne sont pas nécessairement pour tout le monde liées à la santé, mais améliorer les chemins entre les maisons et l'école, c'est faire marcher les enfants, développer des structures pour promouvoir l'activité physique, simplement des parcs, des jardins. Cela a un impact direct et donc penser les déterminants de la santé et ce modèle, c'est extrêmement efficace. La deuxième question était celle liée à la pluriprofessionnalité. Comment on fait travailler des gens qui ont des cultures qui sont très différentes? Et est-ce que vous auriez un exemple pour nous dire, ben tiens, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour que ces gens travaillent ensemble? Philippe Lefebvre? J'étais amené à Évry de pouvoir mettre en place un réseau de santé mentale. Et les différents acteurs, aussi bien ceux de la psychiatrie, donc du secteur psychiatrique, que les médecins généralistes disaient, mais ça va faire des réunions en plus, on n'a déjà pas le temps de pouvoir se mobiliser, de répondre à tous les besoins. Et donc, ils disaient, mais on n'a pas le temps, ça va faire des réunions en plus. Et en fait, lorsqu'ils ont commencer à pouvoir échanger, à comprendre qu'en fait, les problèmes complexes qu'ils avaient étaient résolus en beaucoup moins de temps ensuite, à partir du moment où ils pouvaient partager entre le secteur social, le secteur psy, les médecins généralistes. Après, ils en redemandaient. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que non seulement ce n'était pas une perte de temps, mais que les problèmes dans lesquels ils avaient galéré pendant des heures et des heures, en fait, trouvaient. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, il faut arriver à se mettre d'accord, savoir si on met les mêmes choses derrière les mêmes mots, ce qui n'est pas le cas, accepter de sortir de ces hiérarchies de savoir, etc. Et si on arrive à ça, à ce moment-là, après, il y a vraiment une co-construction qui devient beaucoup plus facile et les gens trouvent qu'ils travaillent beaucoup plus agréablement et plus efficacement. Mais ça demande dans un premier temps d'accepter de se mettre autour d'une table. Oui. Merci beaucoup, Philippe Lefebvre. Je voudrais faire le lien avec la remarque de Madame Baranska sur la chatbox, sur le fait qu'on n'a pas tous la même vision de la santé. Et donc, effectivement, oui, il faut parvenir à se mettre d'accord. Et effectivement, on en voit l'intérêt, surtout, je crois, on peut le dire, sur les questions complexes. Vous parliez de santé mentale, où l'intrication entre le social et le sanitaire est telle que on a un sentiment d'impuissance. Je voudrais juste rappeler une chose que je pense que nos participants connaissent. Si les médecins du nord de l'Angleterre ont inventé ce qu'on appelle le shit life syndrome, c'est-à-dire le syndrome de la vie de merde, c'était l'idée selon laquelle il leur était totalement impossible, ils se sentaient impuissants à traiter les problèmes de santé mentale des personnes, notamment les dépressions, parce que c'était lié à des facteurs environnementaux liés au mode de vie des gens. Du jour où on est capable de construire les liens que vous venez de décrire, Philippe Lefebvre, eh bien, on a une chance d'être efficace. Valérie Vassenko, les réponses de nos participants à cette première question qui était relative à ce qui agissait sur la santé des personnes. Alors, voilà, donc Philippe Lefebvre, vous avez à l'écran donc un nuage de mots qui a été réalisé sur la base des contributions de nos participants et nous les en remercions en réponse à la question de ce que sont les principaux éléments qui influencent positivement ou négativement la santé. Vos réactions, Philippe Lefebvre, par rapport à votre expérience de terrain, l'analyse de nos participants, quel est votre regard? À vous.
Mon premier regard, il est une satisfaction parce que je m'aperçois qu'en fait, ce qui est mis en plus gros, l'environnement, les relations sociales, le travail social et cetera, montre que c'est des choses, collectives et que ça veut dire que le fait que la santé ne soit pas qu'une affaire individuelle et pas simplement l'absence de maladie, c'est quelque chose qui a bien progressé dans notre culture et ça, c'est pour moi une satisfaction. Donc on voit bien sur heu ce nuage de mots que, en fait, les déterminants de santé, ils sont quasiment presque tous représentés là. Je trouve que c'est intéressant à ce niveau-là de bon, je ne l'ai pas lu tous, mais comme ça à voir rapidement, je trouve que moi, ça me plaît de voir tous ces mots-là qui peuvent être pris. Ils sont bien, pour moi, représentatifs de tout ce qui est en jeu dans la santé, en tout cas. Merci beaucoup. Il y a une cohérence entre la vision de nos participants, celle des experts, qui a été forgée au travail sur le terrain. Et je crois qu'il est vraiment important d'avoir cette vision la plus large possible. Mais une fois qu'on a dit ça, il nous faut rentrer dans le concret, et notamment dans le fait que les habitants, les usagers, les citoyens, les personnes sur le terrain n'ont pas nécessairement à la fois conscience et parfois l'envie de prendre part à ces démarches visant à transformer leur écosystème de vie à l'échelon local pour améliorer la santé. Martine Antoine, coprésidente de l'Institut Théophrate Renaudot, je me tourne vers vous cette fois pour vous interroger sur la base de l'expérience de l'Institut Renaudot, dont je rappelle que c'est la structure francophone de référence dans l'accompagnement des collectivités territoriales notamment. Pouvez-vous nous dire comment, sur la base de votre expérience, mobiliser les habitants à l'échelon local pour créer la promotion, les conditions de la santé? Martine Antoine, c'est à vous. Oui, merci Didier. Effectivement, cette question de mobiliser les habitants dans cet objectif que chacun, chacune, individuellement et collectivement, soit acteur, comme vient de le définir Philippe, de sa santé, mais aussi de la santé d'une manière générale, est une question à la fois importante et une question n'est pas, qui ne se pose pas en termes d'évidence. Euh, en particulier dans notre pays où très souvent, lorsqu'on interroge les gens, lorsqu'on leur demande une définition de la santé, ils commencent par définir le soin. La santé, ben, c'est le médecin, c'est l'importance de l'hôpital, etc. Ce qui évidemment n'est pas faux, mais comme le disait Philippe, on voit bien dans les déterminants que ça ne concerne que 20% seulement des conditions pour être, rester ou retrouver la santé. Je le posais d'une manière un peu provocatrice dans la première diapo, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de participation, pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la santé, participation citoyenne, participation des usagers, et avec le sentiment, pas seulement le sentiment, dans les faits, au quotidien, on le voit par exemple avec toutes les problématiques posées avec la crise du Covid, de la question des masques à celle aujourd'hui de l'accès au vaccin. Est-ce que la participation des habitants, des usagers, des citoyens, est-ce qu'on n'est pas le plus souvent dans une sorte d'injonction paradoxale? Alors, qu'est-ce que veut dire les divers niveaux de participation des HUC? HUC, c'est un terme qu'on utilise beaucoup à l'Institut Renaudot, c'est un terme qui est un petit peu marrant, mais pourquoi on a dissocié habitants, usagers, citoyens? On pourrait y rajouter aussi patients, d'ailleurs, parce que effectivement, la participation, c'est une aspiration citoyenne qui se développe de plus en plus, pas seulement depuis hier matin, mais on voit bien l'émergence à partir des problématiques du VIH, le rôle joué par des associations comme AIDS, par exemple, ou ACT UP, mais on l'a vu aussi dans des périodes à peu près comparables avec la mobilisation autour des problématiques du cancer, donc des patients atteints de cette maladie, et cette mobilisation qui concernait bien sûr les questions du soin, mais plus globalement d'un point de vue social, l'accès par exemple à des emprunts, le fait de perdre son travail après des longs arrêts de travail, etc. etc. Donc on voit bien que cette aspiration citoyenne qui se pose parfois en termes d'exigence se développe et que ça a conduit à ce que
aujourd'hui, ce soit un objectif affiché dans les politiques publiques. Je dis bien affiché parce que je crois qu'on peut considérer qu'il y a vraiment eu effort de fait de ce point de vue, mais que parfois on s'arrête un peu au milieu du gué sur cette nécessité et sur l'importance de la participation. Alors pourquoi on dissocie ces termes habitants, usagers, citoyens et patients? Habitants, ben bien sûr, c'est une responsabilité, c'est aussi un engagement collectif et on l'a vu pendant notamment la première partie de la crise du Covid, comment des solidarités se sont développées à l'échelle locale, dans les quartiers, pour prendre des nouvelles. Nous avons nous-mêmes contribué avec un document que nous avons coécrit avec d'autres partenaires, prendre des nouvelles pour amener des paniers repas, pour se préoccuper de savoir si les familles avaient ce qu'il fallait pour l'éducation des enfants chez eux, etc., etc. Donc le rôle d'habitant, voilà, d'une manière générale, contribue aussi dans la lutte, et l'exemple que je viens de donner le démontre, contre les inégalités sociales. Participation des usagers, c'est un terme qui est davantage reconnu. Là encore, je vais reprendre l'exemple de la question de la Covid. Comment, par exemple, dans les établissements, les EHPAD, la question de la participation des usagers s'est posée, ou ne s'est pas posée d'ailleurs, dans un certain nombre d'endroits, sur le droit de continuer à recevoir sa famille. Aujourd'hui, sur le droit à être vacciné ou le refus d'être vacciné, etc. La participation citoyenne, je donne un exemple qui est peut-être un peu aussi provocateur là, mais le comité citoyen qui a été mis en place par le gouvernement justement sur cette question de la Covid, évidemment, ces personnes qui ont été visiblement tirées au sort sont dans une démarche de citoyenneté. Elles ne sont pas seulement personnellement concernées et impliquées, évidemment, elles ont une responsabilité plus globale, plus citoyenne, qui peut interagir et faire bouger des politiques publiques, à la fois au niveau national, mais au niveau local. Évidemment, la participation des patients, ça paraît un peu plus évident, notamment pour les professionnels de santé, et encore que ça se réfléchit et que ça n'est pas spontané. La participation des patients, par exemple, à l'éducation thérapeutique, est-ce qu'on est vraiment dans une participation construite ou est-ce qu'on est dans une obligation de participation parce que c'est comme ça et que quand on est diabétique, on est un peu, en quelque sorte, obligé de participer à l'atelier cuisine qui est mis en place par la structure. Les divers niveaux de participation des usagers, ce schéma est assez classique et il part effectivement. Pour participer, il faut d'abord être informé, ça peut aller de soi, mais notre objectif justement avec cette flèche, on ne voit plus la référence, mais on vous la donnera, avec cette flèche, c'est que l'objectif, c'est qu'on est dans une démarche de co-construction pour justement permettre à ce que on arrive à un stade de participation-action, c'est-à-dire que l'ensemble de ces, soit usagers, habitants, citoyens, en fonction du projet, co-construisent et co-décident avec les professionnels, les décideurs au plan local, les élus, les institutions, etc. On indique en bas à gauche de la diapo que très souvent, lorsque on considère que les habitants, citoyens, usagers ont participé, c'est qu'on s'est contenté de les informer à l'échelle locale comme à l'échelle régionale, départementale, etc. Souvent, on s'arrête à ce premier niveau. Bien sûr que c'est nécessaire, mais nettement pas suffisant pour arriver dans une démarche de co-construction. Effectivement, la participation ne va pas de soi et Didier le soulignait en introduction de cette partie. Beaucoup d'habitants, de citoyens se disent d'ailleurs, mais moi, j'y connais rien pour la santé, je ne suis pas un professionnel, comment je peux donner mon avis, etc. Et donc, ça ne va pas de soi et c'est l'évidence. Mais je pense que c'est aussi important de souligner dès le point de départ, y compris lorsqu'on est dans cette relation avec les habitants ou avec des usagers dans une structure, que la participation ne se décrète pas. Je ne peux pas obliger quelqu'un à participer s'il n'est pas d'accord, s'il n'a pas envie, si ça ne l'intéresse pas. Mais la participation ne s'improvise pas non plus. Et c'est tout le travail qu'on essaye de porter à l'Institut Renaudot, comment on structure, comment on travaille
avec l'ensemble de ces acteurs dont parlait Philippe tout à l'heure, parce que justement, quand on est dans de la co-construction, ça implique des étapes, ça implique une méthodologie et ça implique une évaluation. Nous n'avons pas le temps d'aborder ici les questions d'évaluation, mais c'est un sujet aussi extrêmement important. Et donc la flèche que j'ai présentée tout à l'heure, hein, qui est comme ça, très linéaire, on peut considérer que c'est un idéal, mais dans la réalité, dans la vie, la vraie vie, il faut souvent passer par des différentes formes de participation pour arriver à quelque chose de plus systématique et d'impliquante de la population au projet. J'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple concret. Et puis, il faut aussi tenir compte des aléas de la vie. J'ai donc un peu cassé cette flèche, cette belle flèche jaune linéaire, en prenant des exemples qui sont liés à l'actualité qu'on a vécue là tout au long de cette année 2020 et qui est réellement, et je vais y revenir avec l'exemple que je vous proposerai tout à l'heure, ce schéma-là, il est là à l'heure actuelle, on est dans ce schéma-là. Un projet démarre comme il faut, les personnes, on arrive à faire se rencontrer les habitants, les associations, les structures locales, les professionnels, etc. Puis pof, donc on arrive au début de concertation et pof, on est dans le confinement. Le confinement, on ne peut pas se réunir, etc. Quand on commence à voir un peu le jour et à inventer de nouvelles formes de communication, par exemple avec les visioconférences, c'est le départ de l'animateur qui avait en charge ce projet-là. Et donc, bon, on retombe un peu, on n'est pas au point de départ, mais quand même, la dynamique est sérieusement perturbée. Et puis, ça repart tout doucement, et puisqu'on est dans des problématiques, on va le voir tout à l'heure, autour d'un projet sur les dépistages des cancers, il se trouve que deux des animatrices très impliquées dans ce projet sont en situation de rechute et donc, évidemment, ont d'autres priorités que de faire fonctionner ce projet-là. Voilà, je voulais développer ce nouveau schéma pour montrer qu'effectivement, il y a besoin aussi, à la fois pour les habitants, mais aussi pour ceux qui vont porter le projet, mais aussi pour les institutions, et on voit bien que ce n'est pas toujours simple, de prendre le temps et de considérer les aléas de la vie. La participation donc implique un processus, une construction commune qui associe les différents acteurs concernés. Philippe en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas développer, mais en tout cas, ça implique la volonté et la compétence des professionnels qui doivent aussi rencontrer, ce n'est pas parce que les professionnels le veulent, et tant mieux s'ils le veulent, que spontanément, les institutions, les élus et les habitants vont spontanément s'inscrire dans un projet de participation à action. Donc, on voit bien que on est dans cette obligation, mais c'est ça qui va créer les conditions de l'avancée possible et de la dynamique, de s'appuyer à la fois sur la compétence et les volontés de chacun pour arriver à construire cette démarche-là. Et il faut, et c'est souligné, ça n'est pas pour rien, laisser le temps aux habitants de prendre leur place, mais aussi aux professionnels le temps de la leur donner, et on pourrait continuer notamment sur les dynamiques locales. Et Philippe parlait de la place des élus, mais aussi aux élus le temps de peut-être redéfinir leurs priorités, de réorganiser la manière dont ils se concertent avec les habitants et les citoyens. Donc, un des maîtres mots, et il n'y a pas de recette toute faite, bien évidemment, mais un des maîtres mots de la démarche que l'on porte, de la démarche communautaire en santé, c'est bien la question du temps. Maintenant, un exemple pour essayer d'illustrer nos propos, à Philippe et à moi d'ailleurs, c'est la question des dépistages des cancers dans l'Oise. Au point de départ, c'est un collectif qui existe,
qui n'est absolument pas un collectif sur la santé, c'est des gens, représentants d'associations ou citoyens, habitants tout simplement, qui se retrouvent dans un territoire qui s'appelle le Grand Crayois, parce qu'ils ont besoin de partager, de réfléchir ensemble à des initiatives citoyennes, culturelles, de se retrouver, etc. Et le médecin qui coordonne l'association de dépistage organisé des cancers, elle-même participe à ce collectif et elle les a mobilisés régulièrement sur les grandes thématiques nationales, notamment Octobre rose sur le cancer du sein, Mars bleu sur les cancers colorectals. Et elle fait le constat que dans ce territoire-là, le taux de participation, notamment au dépistage de ces deux cancers, est inférieur à la moyenne du département, qui elle-même est inférieure à la moyenne de la région, qui elle-même, les Hauts-de-France, n'est quand même pas une région en pointe sur ces questions-là. Et donc, elle sollicite l'Institut Renaudot, nous nous mettons en relation avec elle, mais aussi avec l'ARS, parce qu'évidemment, on a besoin de faire financer un projet. Et on lance ce projet qui associe dès le point de départ donc ce collectif du Grand Crayois, donc des gens qui n'ont rien à voir avec la santé. Il y a par exemple des femmes de l'association Femmes Solidaires, il y a 2 centres sociaux, il y a les Restos du Cœur, il y a… Voilà, donc c'est extrêmement divers. Et puis, au point de départ, évidemment, on convie les professionnels de santé dans leur diversité. Il y a par exemple l'infirmière de la passe de l'hôpital qui est intéressée et qui participe, les services du département, notamment les services sociaux du département, le début de l'élaboration du contrat local de santé de la ville de Creil, la mutualité française. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Les objectifs, c'est de favoriser la mise en œuvre, évidemment, par l'ensemble de ces acteurs, d'une stratégie pour améliorer le taux de dépistage. Et pour l'Institut Renaudot, d'apporter une aide méthodologique. Et donc, c'est une formation-action qui est mise en place pour outiller les membres de ce collectif pour être en capacité d'agir. L'objectif, c'est qu'eux-mêmes deviennent les acteurs de ce projet sur le territoire qui est là, et donc en associant tous les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ce projet participe à l'élaboration collective de l'action, et chacun amène ses compétences et son expertise qui se nourrit aussi de celle de l'autre. Et je donne juste 2 exemples pour terminer. L'infirmière de la passe s'est mise à travailler avec la Ligue contre le cancer, mais aussi avec la mutualité. Et un des bénévoles du centre social, aujourd'hui, se sent à l'aise pour pouvoir aborder les questions de dépistage des cancers dans la structure dans laquelle il est investi. Merci infiniment Martine-Antoine pour cet exemple très concret qui nous permet de mieux situer ce qu'est finalement l'action communautaire en santé et ainsi de cela représenter. Alors, je voudrais simplement d'abord mettre en avant un des exemples qui a été proposé sur les outils de communication avec un café et école parents où différents professionnels et acteurs vont pouvoir dialoguer ensemble. Et je peux vous dire que les données de la recherche montrent très clairement que l'amélioration de la relation école-famille est un déterminant majeur de la réussite éducative, notamment des plus vulnérables, et donc a un impact tout à fait direct sur la santé. C'est un deuxième exemple. Merci, Madame Baranska, pour ce deuxième exemple. Alors, les questions, elles sont de plusieurs types. D'abord, d'autres exemples très, très concrets en quelques mots sur des domaines moins médicaux, je dirais, que le dépistage du cancer du sein. Et puis aussi une question assez intéressante, je dirais, sur finalement les paradigmes qui sont derrière. Et sans doute là, l'Institut Théophraste Renaudot pourra-t-il nous faire part de son expérience. L'un des participants soulignait que tout cela repose sur 2 paradigmes fondamentaux qui sont le fait que les usagers, habitants et citoyens connaissent les mécanismes qui sont à l'origine de leur santé, d'une part, et d'autre part, qu'on puisse faire la preuve finalement que ces actions communautaires améliorent réellement la santé des gens. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on fait si les gens n'ont pas envie de participer? Et un autre participant prenait l'exemple de la vaccination dont un certain nombre de gens ne veulent pas. Alors, Martine-Antoine, comment on fait pour que les gens aient conscience des mécanismes à l'origine de leur santé
comment est-ce qu'on arrive à dépasser cette question du fait qu'il y a derrière tout ça des questions éducatives très fortes dans les populations? C'est une évidence. C'est d'ailleurs cet exemple-là que j'ai donné tout à l'heure, mais on a aussi des exemples qui partent moins d'une problématique médicale, mais finalement, c'est les mêmes ressorts, quel que soit le sujet. Bien évidemment que le point de départ de n'importe quelle mobilisation passe par, et c'est pas pour rien qu'on l'a intitulé formation, action, action, formation. La nécessité d'acculturer l'ensemble des participants, pas seulement les gens en tant que tels, mais aussi, par exemple, les professionnels sur les réalités sociales dans tel quartier, ou les réalités ou des approches culturelles différentes, etc. Donc, il y a cette première exigence de se mettre autour d'une table, par exemple, et de commencer à échanger et c'est ce qui va permettre à chacun de s'approprier des bouts de connaissances de l'autre et de partager ses propres connaissances. Ça, c'est toute la première condition. Dans cette démarche-là, peut-être qu'il y a des gens qui vont lâcher prise parce que ça ne les intéresse pas, mais voilà, ça c'est aussi la réalité de la vie. Merci en tout cas déjà pour cette réponse vraiment importante, Martine Antoine. La question éducative est tout à fait centrale dans l'ensemble de ces processus et on s'éduque ensemble, collectivement et autour d'enjeux. Et puis par ailleurs, et pour répondre à la question de notre auditeur, il n'y a pas d'obligation et dans une action communautaire en santé, tout le monde ne participe pas toujours. C'est basé sur la volonté et l'engagement qui est collectif. Alors, nous avons demandé, et je vais vous demander de réagir d'un mot, Martine Antoine, à ce qu'ont fait nos participants, les auditeurs de ce webinaire, à qui nous avons demandé ce qui pouvait rendre possible, de leur point de vue, la participation des habitants, usagers, citoyens, clients aux actions de santé à l'échelon local. Vous avez à l'écran le nuage de mots. Est-ce que cela correspond à votre expérience de terrain et au travail fait dans de nombreuses municipalités par l'Institut Renaudot? Oui, tout à fait. Je vois même en plus petit, mais après les choses s'articulent les unes avec les autres. Par exemple, la question de la confiance, la question de la visibilité de l'action, la citoyenneté, bien sûr, et bien sûr le terme santé, parce que on s'aperçoit toujours que dès qu'il suffit de lancer un peu les choses et que la question de la santé intéresse très majoritairement, sous des angles différents, mais intéresse, je donne juste un tout petit exemple, à un monsieur dans un groupe de personnes âgées, un monsieur me répond, pour moi la santé, c'est de pouvoir continuer à aller danser. Et j'ai toujours ça en mémoire parce que ça illustre bien ce qui est dans ce nuage de mots. Merci infiniment. Vous venez, cher Martine Antoine, de nous donner une excellente introduction à l'intervention de Sophie Progin-Batalla et puis de Nathalie Bach. En effet, lorsqu'il va être question de personnes qu'on pourrait qualifier de vulnérables, même si le terme est inadéquat, c'est-à-dire des gens qui sont âgés, qui sont dépendants, des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont porteuses de maladies chroniques, comment est-ce qu'on fait pour que cette philosophie que nous avons mis en avant, c'est-à-dire la capacité des gens à prendre du pouvoir sur leur santé, puisse se mettre en œuvre concrètement? Et par exemple, comment est-ce qu'on peut accompagner des gens dans leur projet de vie, en l'occurrence ici, de continuer à danser ou de continuer à jardiner? Comment est-ce qu'on est capable, sur un territoire et en vrai, auprès de dizaines de milliers de personnes, de mettre en place un dispositif non pas simplement basé sur je donne des soins du soignant au patient, mais j'agis pour mettre des personnes en capacité de vivre leur projet de vie pour eux, mais aussi de contribuer au bien commun. Sophie Progin-Batalla, Nathalie Bach, à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, au fond, la thématique, c'est vraiment de comment, au-delà des prestations de soins, répondre aux besoins des personnes à domicile. Eh bien, cette question, elle reflète bien les réflexions dans lesquelles nous sommes, et les changements de paradigme que nous amorçons au sein du dispositif de la VASAD. Et nous allons aborder avec vous déjà en préambule le vieillissement en bonne santé, quel enjeu pour notre institution? Donc, selon les projections démographiques du canton de Vaud, dans la région où nous sommes, les personnes âgées, elles pourraient représenter un tiers de la population en 2040.
Les caractéristiques de ces seniors, ils diffèrent sur de nombreux aspects, de nombreux plans. On parle de personnes âgées, mais en fait, il n'y a pas une seule typologie de personnes âgées, hein, mais une multitude de seniors qui ont des tranches d'âge, des parcours de vie différents, qui vivent dans un contexte différent et qui, ce contexte-là a aussi une influence sur leur santé, qui ont des ancrages, des ressources matérielles et sociales aussi différentes et bien entendu un état de santé aussi différents. Donc, l'ensemble de ces seniors, à la fois, ils ont des besoins, mais ils ont des souhaits qui leur sont propres. Et cette large diversité de situations, les changements épidémiologiques attendus vont mettre sous tension le système de soins et de santé. Donc, les enjeux, comme on peut le voir, ils sont majeurs. Hein, ils ne sont pas seulement pour les seniors eux-mêmes et les proches aidants, mais au fond, ils sont aussi pour l'ensemble de la société. Et en fait, la priorité n'est pas d'allonger la durée de vie, hein, mais vraiment d'améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes, puis leur permettre, au fond, d'apporter comme personnes, mais aussi comme citoyens, leur contribution à la vie du canton. Donc, dans cette vision, aujourd'hui, l'ensemble de nos clients des centres médico-sociaux, ils bénéficient d'un bilan global de leur situation à l'aide d'outils standardisés. Cette démarche d'évaluation et ce suivi permettent d'analyser les déterminants de la santé des personnes, puis vraiment de proposer un ensemble intégré de services adaptés aux besoins et aux demandes. Et lors de cet entretien, la personne, elle échange avec le professionnel sur sa situation actuelle, sur ses difficultés, sur ses facteurs de risque, sur ses ressources, mais aussi cet entretien, il est surtout une opportunité d'aborder les projets, ce qui est important pour elle, et puis ses valeurs, et puis au fond, c'est quoi sa trajectoire, dans quoi elle s'inscrit. Donc, on voit bien que le recueil de l'ensemble de ces informations, hein, toutes les informations abordées, eh bien, c'est vraiment une démarche qui va au-delà de la délivrance de soins. C'est vraiment, ça doit être vraiment une approche de promotion du vieillissement en bonne santé qui doit être mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire accompagner le bien vieillir. Nous pourrons alors nous demander pourquoi finalement accompagner le bien vieillir va nous permettre de répondre aux besoins des clients au-delà des prestations de soins. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les études scientifiques font ressortir que la reprise d'activités significatives pour la personne, notamment après une hospitalisation, permet une meilleure récupération et va limiter la perte d'indépendance. Donc, s'intéresser au projet qui donne du sens à l'existence de chacun va pouvoir être un levier pour finalement favoriser son engagement en faveur de sa propre santé. Non seulement les seniors ont des désirs, ils ont des projets, mais ils sont déjà, ils sont en capacité de contribuer à la vie sociale, bien entendu, à la mesure de leurs moyens et de leurs souhaits. Ils ont déjà mis en place toute une série d'adaptations, de réajustements tout au long de leur processus de vieillissement. Et du coup, leurs projets se sont aussi réajustés et inventés. Comme le sujet a été abordé tout à l'heure par Monsieur Lefebvre, c'est pas seulement être exempt de maladie ou d'infirmité qui est une condition nécessaire pour vieillir en bonne santé. Il y a de nombreuses personnes âgées qui ont un ou plusieurs problèmes de santé et si ces symptômes sont bien maîtrisés, ceux-ci n'ont finalement que très peu d'influence sur leur bien-être et sur leur santé. Donc, pour nous, bien vieillir en santé, c'est respecter, c'est accompagner le senior dans ses projets, dans ses objectifs et dans ce qui lui procure du plaisir. C'est bien ces éléments-là qui vont pouvoir influencer son bien-être. Le professionnel du centre médico-social, il va rencontrer justement le senior dans son milieu de vie et c'est ce qui en fait la situation idéale pour pouvoir aborder ce qui est significatif pour elle de manière singulière. C'est le levier qui va permettre de co-construire le projet qui va ensuite pouvoir la motiver à s'engager pour sa santé. Je donne un exemple pour être un peu plus concrète.
Si on parle d'une personne qui a besoin d'aide pour la douche, donc il y a un professionnel qui va pouvoir venir l'aider. Et cette personne, elle a comme préoccupation de reprendre le jardinage. Eh bien, travailler sur ce projet de reprendre cette activité, elle va avoir un impact sur l'entier de son état fonctionnel et, in fine, sur sa capacité à pouvoir faire elle-même sa douche. Donc, en travaillant sur le projet, en prenant en considération ce projet-là, on va pouvoir travailler sur l'entier de son état fonctionnel. Donc, le défi, il se situe bien là. Nous sommes bien au-delà de la délivrance de prestations de soins, mais c'est une véritable approche de promotion du vieillissement en bonne santé que l'on doit mettre en œuvre. Donc, bien vieillir, c'est comment répondre aux besoins des seniors à domicile. Eh bien, c'est être un acteur actif dans la promotion des œuvres de prévention et de promotion de la santé. Donc, les données de la recherche montrent de façon assez claire qu'un large panel d'activités ont un impact sur le vieillissement en bonne santé. Hein. Donc, quand on parle d'activité, on parle bien sûr de l'activité physique dont on entend beaucoup parler, mais il y a les interventions psychocorporelles, il y a les interventions qui visent à maintenir les facultés cognitives, il y a toutes les rencontres intergénérationnelles, il y a les activités culturelles, il y a les activités sociales, c'est bien l'ancrage dans la vie de la personne. Donc, au fond, le professionnel, lui, il doit connaître ses interventions, bien sûr en se fondant sur des bases scientifiques solides, hein, et sa connaissance de ce qui a un impact positif sur le vieillissement reste en toile de fond dans l'analyse qu'il fait de la situation et lors de l'échange avec le senior. Et c'est bien l'idée que ces deux experts qui se rencontrent, hein, c'est à la fois l'expertise du professionnel et celle du senior, hein, qui se rencontrent pour co-construire un projet, au fond, qui n'apporte pas des solutions toutes prêtes, mais qui répond aux recommandations scientifiques, mais qui a du sens aussi pour le senior, puisque lui aussi, il a son expertise, il a l'expertise de ce qu'il a vécu aujourd'hui et des adaptations qu'il a fait. Donc, dans cette démarche, le professionnel, il cherche vraiment à renforcer les compétences en santé du senior pour qu'il puisse faire les bons choix et augmenter ainsi son pouvoir d'agir. Pour pouvoir faire les bons choix, il faut renforcer les compétences en santé. Une enquête qui a été menée en Suisse en 2015 par Alliance Compétences en Santé montre qu'une personne sur deux ne maîtrise pas les éléments clés de son maintien en bonne santé. Donc, le professionnel, il va prendre ce rôle d'agent expert dans le soutien et dans l'accompagnement du projet de la personne. Il va devoir lui apporter les informations pertinentes au bon moment, s'assurer de sa bonne compréhension pour que la personne puisse se mobiliser dans son projet. Si je donne un autre exemple dans ce sens, dans la situation d'une personne qui a des risques de chute, qui a des difficultés pour aller faire ses courses, la posture du soignant, elle sera d'élaborer avec la personne autour de ce risque, c'est-à-dire d'informer en quoi le fait de continuer de pouvoir aller faire ses courses va pouvoir être bénéfique pour l'ensemble de sa santé. Et elle pourra proposer des mesures qui vont venir soutenir ce but, par exemple en travaillant sur l'équilibre, en travaillant sur l'endurance, sur l'état nutritionnel, plutôt que de suppléer à l'activité en mettant en place une prestation de course et que la personne n'ait plus besoin de sortir chez elle pour faire ses commissions. Donc, on voit bien qu'à la fois, il faut être créatif, mais il faut innover dans la pratique, hein, pour vraiment favoriser le pouvoir d'agir des seniors dans leur écosystème. Donc, les centres médico-sociaux, eux, ils connaissent le tissu local, hein, ils sont bien implémentés dans le local, hein, dans le quartier, dans la région, et ils peuvent faire les liens avec ce qui est important pour la personne et les ressources qui existent sur leur territoire. Donc, c'est vraiment mettre ces acteurs en lien. Donc, ils peuvent guider la personne dans les activités pertinentes
et jusqu'à leur mise en œuvre en proposant des offres d'autres partenaires. Alors, à ce stade, Sophie, on pourrait dire, mais alors pourquoi orienter les personnes vers des offres externes plutôt que de les développer, nous, à l'interne, au sein de notre dispositif? Ben, simplement parce qu'il y a des acteurs locaux qui proposent déjà des offres qui vont dans le sens de la promotion de la santé sur différents domaines d'expertise. Et en partenariat avec ces acteurs locaux, ces acteurs cantonaux aussi, parce qu'il y a beaucoup d'offres qui est cantonale, nous avons la possibilité avec eux d'être source de propositions et de pouvoir faire évoluer l'offre en fonction des besoins et des attentes de la population. Donc le but, c'est pas de multiplier les offres, mais bien d'en bénéficier et de les faire évoluer afin que le système reste durable. Donc, en conclusion, avec les différents éléments qu'on a exposés, on voit bien qu'aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, que répondre aux besoins des personnes à domicile va bien au-delà des soins. Oui, il va s'agir aujourd'hui pour notre dispositif de faire évoluer le système de soins vers un véritable système de santé, c'est-à-dire pour la personne âgée, d'avoir une promotion du vieillissement en bonne santé et pas uniquement en soins. Merci. Merci beaucoup, Sophie Projan-Batalla. Merci beaucoup, Nathalie Bach, pour cet apport ancré dans l'expérience de la VASAD auprès des 30 000 personnes qui bénéficient des soins et de l'aide à domicile. Alors, le temps ne nous permet pas de prendre beaucoup de questions. Je voudrais simplement résumer un certain nombre de retours autour de 2 points que nos auditeurs ont soulignés. Le premier, c'est l'enjeu du développement des compétences. Un participant souligne que cela demande des compétences importantes de la part des professionnels, mais en France, et à mon avis ailleurs, hein, mais le participant ne dit pas ça, en France, les professionnels du domicile sont majoritairement peu ou pas formés. Est-ce que c'est un obstacle? C'est bien évidemment un obstacle, et je parle au nom de la VASAD par manque de temps, mais souligner que tout ce qui est dit ici ne fonctionne qu'avec un très fort engagement dans la formation, et pas n'importe quelle formation. Une formation avec les autres, une formation centrée sur l'écoute et cette capacité à coordonner, à mettre en lien. Et c'est ce que souligne un autre participant ou une autre participante sur le fait qu'il y a de multiples interventions possibles, mais qu'elles doivent être coordonnées. Merci également Nathalie Bach et Sophie Projan-Batalla d'avoir souligné que donner les moyens, notamment aux associations, aux militants, aux gens sur le terrain, aux communes qui font des choses, de les valoriser et certainement pas de produire une autre offre qui soit, encore une fois, structurée autour du soin, qui devienne une offre qui devienne payante, inclue dans des dispositifs assurantiels ou autres. On a besoin de s'appuyer sur les capacités d'action réelles à l'échelon local, les mobiliser, les valoriser. Et enfin, dernière remarque qui venait de Madame Alaoui sur l'enjeu majeur, quel que soit l'âge des personnes, de mettre l'accent sur leur individualité, leur projet. Alors, Valérie Vassenko, peut-être partager maintenant ce que nos participants et participantes ont dit des conditions nécessaires à leurs yeux pour accompagner des seniors, des personnes concernées par des maladies chroniques, par l'isolement, par des besoins spécifiques. Quelles idées, à vous, Nathalie Bach, Sophie Projan-Batalla, votre vision de ces propositions de la part de nos participants? En tout cas, on voit plein d'éléments qui recoupent autour de l'innovation, mais de la créativité aussi. C'est être à l'écoute. On a réabordé un certain nombre d'éléments. Il y a la proximité qui sort aussi, qui met bien en avant cette importance d'être à l'échelon local. Voilà, alors vous avez tout à fait raison. On voit bien tous les éléments clés qui vont toucher la dimension économique et financière qui est décisive, le professionnalisme, la proximité, l'écoute, l'autonomie, tous ces éléments-là qui sont certainement une bonne description du programme que l'on peut proposer à des acteurs de la promotion de la santé communautaire. Absolument. Et de l'aide et du soin à domicile.
Merci infiniment pour ces éléments. Je voudrais remercier non seulement nos intervenants, mais aussi l'ensemble des partenaires de ce webinaire, la MGEN, la Croix-Rouge, l'Avassad bien sûr, l'Institut Renaudot, toutes les personnes avec qui nous avons pu travailler et préparer l'ensemble. Je voudrais vous rappeler que vous trouverez toutes les références, tous les éléments, et vous pourrez surtout continuer le dialogue avec nos experts sur la page dédiée de notre site internet de la chaire, page dédiée. Très bonne soirée et bon vent sur les chemins de la promotion de la santé.